Martin Blachier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous publiez ce livre méga gâchis, Histoire secrète de la pandémie. C'est aux éditions du Cerf, puisque vous êtes médecin, spécialiste en santé publique et les Français vous ont découvert tout au long de l'épidémie de Covid-19 sur les plateaux de télévision, par vos prises de position, vos analyses, les chiffres que vous donniez. Et c'est un peu tout ça que vous nous racontez dans ce livre, d'un point de vue qui est celui qui est le vôtre, assumé, votre lecture des événements, votre subjectivité, mais qui permet tout simplement de rentrer dans la complexité de cette épidémie. Alors on va évidemment essayer de voir un petit peu toutes les problématiques, mais la première question que j'avais envie de vous poser, c'est ça a duré 2 ans pile, hein, depuis le premier confinement, et tout à coup, c'est fini. Bon, alors, pour des raisons d'actualité, mais qu'est-ce que ça nous raconte, cette espèce de disparition immédiate du Covid, de notre univers mental, après 2 ans on va dire, de plongée complète dans cette maladie? Ce n'est pas une question qui est aussi simple en fait. D'abord, il y avait la fin d'un cycle épidémique. Et si on avait été en pleine envolée épidémique, je ne suis pas sûr que ça aurait disparu aussi vite et que ça aurait si rapidement laissé la place à l'actualité d'après, l'actualité de la guerre qu'on a en ce moment. Mais c'est vrai qu'on a fini un premier cycle et que du coup, on était quand même sur la descente et que donc du coup, c'est un enchaînement qui s'est fait de façon assez naturelle. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas nécessairement fini. On voit qu'il y a certains endroits où il se passe des choses. On voit qu'en ce moment, les tendances ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques jours. Et je pense qu'avant de dire que c'est fini, il faut être quand même relativement prudent. Je pense que ça n'a pas non plus complètement disparu de l'esprit des gens. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester et qui a montré certaines choses de nous-mêmes aussi. Et d'ailleurs, ce livre n'est pas qu'un livre sur l'épidémie de Covid-19, c'est peut-être plus un livre sur une promenade en France, dans la France d'aujourd'hui, que nécessairement un flashback sur ces 2 ans d'épidémie. Oui, en fait, vous nous racontez un petit peu, non pas l'épidémie en elle-même, les chiffres, les mécanismes de diffusion du virus, mais la façon dont nous avons tous collectivement vécu cette épidémie. Et alors, c'est assez intéressant parce que bon, vous êtes assez honnête, même totalement honnête, sur les moments où vous avez pu vous-même vous tromper. Il faudrait revenir là-dessus, en fait. C'est-à-dire que vous racontez comment vous avez été amené à vous retrouver sur des plateaux de télévision, beaucoup, très souvent, Oui. pour donner votre point de vue. Selon vous, pourquoi c'était indispensable, malgré les erreurs que vous avez pu commettre, les affirmations qui ont été démenties? Quel était l'enjeu? En fait, l'histoire, c'est qu'on a développé un outil dont tout le monde a appris à connaître les tenants et les aboutissants, qui est un modèle épidémiologique. Et mon équipe fait ça depuis une dizaine d'années. On a été les premiers à le faire en France, à se saisir de ce sujet-là. Et on a eu un outil qui était prêt, en gros, 1 à 2 mois avant tout le monde. Et on se retrouve avec ça entre les mains. On sait que c'est un outil de qualité, puisqu'on sait qu'on en développe, et on sait qu'on a fait quelque chose de bien sur cette problématique, dont on ne connaît pas tout encore. Et on essaye de le communiquer aux institutions. Et on les connaît, les institutions. On n'est pas non plus des petits naïfs dans le jeu de la santé. On connaît, et donc on envoie. Et on comprend très bien qu'on ne veut pas regarder. Faut pas regarder. On ne sait pas très bien pourquoi. Et du coup, on essaye quand même de mettre un petit peu le pied dans la porte. Et puis on voit que la façon dont les choses se sont organisées laisse pas de place pour ce que nous, on a produit. Et à un moment, on se décide, c'est comme ce qu'on raconte dans le livre, d'aller sur les médias en se disant c'est trop bête, on n'a pas travaillé pendant un mois, jour et nuit, pour obtenir ça et ne pas en parler. Donc du coup, on décide de le médiatiser. Et là, c'est le début d'un phénomène qui nous a dépassés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose que personne n'avait, que de passer par les médias, ça fonctionnait très bien. Et donc du coup, on a continué pendant 2 ans à faire ça. Mais c'est parce qu'on avait quelque chose à dire. Et en fait, les médias n'ont suivi pas parce qu'on a été un phénomène médiatique, à mon sens, mais parce qu'on avait quelque chose à dire qui était disponible nulle part ailleurs. Sauf que le sujet, en fait, c'est de savoir pourquoi ça ne peut sortir que dans les médias. C'est-à-dire, en gros, ça nous raconte la gestion de cette épidémie par l'institution de la santé, par l'ensemble de la chaîne de décision, et le fait que, c'est ce que vous racontez, en fait, une expertise extérieure n'arrive pas à franchir le mur. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a une espèce d'ossification de l'institution de la santé? En fait, je pense que c'est la santé, mais je pense que c'est vrai pour d'autres secteurs. Ma lecture des choses, c'est que la France est gérée avec des territoires
des chasses gardées. Et en fait, chacun estime que tel ou tel sujet est sa chasse gardée. Et finalement, il y a les corporatismes qui sont des puissances, qui se sont mis en place pendant la gestion de cette crise et qui ont fermé les portes pour tout ce qui ne venait pas d'eux. Et ça a donné lieu à plein de choses. Ça a donné lieu, par exemple, sur les vaccins, au fait que le ministre de la Santé, on est le seul pays du monde où on a décidé qu'on allait confier la vaccination de masse aux médecins généralistes. Oui, c'était impossible, mais pourtant ils l'ont quand même fait. C'est-à-dire que le corporatisme est plus fort que la raison en France. Ça a été vrai on y reviendra, mais le ministre de la Santé, voilà, il y a un sujet ministre de la Santé. Non, mais il y a un sujet ministre de la Santé, c'est quel a été le positionnement de ce ministre de la Santé dans cette crise, mais en fait, c'est le positionnement que le ministre de la Santé a toujours en France. Moi, je pense que les crises, ce sont des stress tests. C'est-à-dire que ça fait remonter à la surface des choses qui existaient, mais qu'on ne voyait pas. Et puis finalement, la situation n'était pas suffisamment critique pour que ce soit important. Et là, dans ce cadre-là, ça a été important. Et donc, on a vu plein de choses qui existaient déjà devenir très graves parce que la situation ne pouvait plus permettre que ça perdure comme ça. Et c'est exactement l'objet de ce livre. Alors justement, parlons-en d'Olivier Véran, parce qu'en fait, dans les différents blocages que vous identifiez, il joue quand même un rôle clé. C'est-à-dire qu'en gros, vous expliquez, Olivier Véran, dans cette crise, s'est retrouvé ministre, non pas de la Santé, mais des soignants. C'est-à-dire que vous estimez qu'aux différents épisodes de l'épidémie, il a systématiquement soutenu non pas ce qui pouvait se dessiner comme un bien commun pour l'ensemble des Français, mais il a répondu aux demandes de certains acteurs de son domaine. Expliquez-nous ça. En fait, le ministre de la Santé, c'est pas que Olivier Véran, mais est toujours un arbitre entre des intérêts de corporations. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que finalement, le ministre de la Santé ne va pas se dire comment je vais améliorer la santé des usagers ou des patients. Il se dit comment je vais arbitrer les différentes forces qui sont en présence. Et il y a un autre exemple aujourd'hui, c'est une candidate de l'élection présidentielle, par exemple Valérie Pécresse. Sa proposition sur la médecine libérale, c'est de passer la consultation de 25 à 30 euros. En quoi ça concerne la santé des gens? On voit bien qu'elle ne s'adresse pas aux gens, elle ne s'intéresse pas à la santé des gens, elle s'intéresse à l'intérêt d'une corporation où elle juge qu'il faut leur donner ce qu'ils veulent. C'est un classique en France, hein, les médecins pour les candidats de droite, les profs pour les candidats de gauche. Non, mais je pense que c'est caractéristique de la façon dont cette crise a été gérée. C'est-à-dire qu'Olivier Véran n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire, il n'avait aucune vision, il n'a fait qu'arbitrer des intérêts particuliers. Il l'a fait aussi pour les tests, c'est-à-dire qu'il a bloqué pendant quasiment 1 an l'achat d'autotests, que ce soit en pharmacie ou que ce soit dans les supermarchés, alors qu'on s'est rendu compte à la toute fin que face à la vague Omicron, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Mais pendant 1 an, il a bloqué. Il n'a pas bloqué parce que lui, il pensait que ce n'était pas une bonne idée. Il n'en a aucune idée. Olivier Véran n'a aucune compétence pour savoir s'il faut faire des tests, comment il faut faire la vaccination ou comment il faut gérer l'hôpital. Il ne sait pas faire. Ce sont les administratifs qui savent faire ça. Mais lui, il arbitre des intérêts. Et donc, il a arbitré en faveur des biologistes et des pharmaciens qui arrivent à faire une pression suffisamment forte en France pour qu'une décision soit faite à l'inverse de la rationalité et plutôt dans l'intérêt de ces gens-là. C'est exactement pareil pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre à l'hôpital entre les réanimateurs médicaux qui voulaient garder les patients Covid et les anesthésistes réanimateurs qui étaient plutôt dans le privé. Et au bout d'un moment, il a fallu que la tension soit extrêmement forte pour que finalement on fasse sauter cette digue, mais qui est d'une telle force qu'il faut vraiment arriver au paroxysme de la crise pour qu'elle puisse sauter, et encore, elle ne saute pas complètement. C'est quand même une dimension assez importante du problème. On a été assez frappés, je trouve, de voir dans cette crise, au début, une espèce de discours sur les soignants en général, notamment de la part des journalistes. C'est formidable, enfin on voit des médecins arriver sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire ceux qui savent, et on va enfin donner la parole à ceux qui savent vraiment, c'est la science, c'est la vérité. Et les Français ont découvert, effarés, des guerres d'ego, des affirmations péremptoires qui sortaient d'un côté et de l'autre de la part de gens qui n'avaient pas forcément toutes les compétences, même s'ils étaient médecins. J'ai en mémoire les affirmations de Gilles de Rais, urologue, Gilbert de Rais, voilà, néphrologue, sur les IRM des enfants atteints de Covid. C'est lunaire. Là aussi, comment on explique qu'on en arrive là ? En fait, les gens que vous avez vus sur les plateaux télé, ce sont des barons. Ce sont des barons qui défendent des intérêts précis. Ils ne viennent pas en tant que médecins, ils viennent en tant qu'hospitaliers, ou ils viennent en tant que président d'un syndicat de médecins libéraux, ou ils viennent en tant que président d'un syndicat de médecins biologistes qui font les tests. Et ces gens-là viennent défendre leur caste, qui se protègent, puisque c'est des gens qui ont une rente et qui vivent de cette rente. Et ils protègent cette rente comme ils ne protégeraient jamais les patients. Donc jamais vous n'avez eu des médecins qui sont venus et qui ont parlé des patients, et qui ont parlé de l'épidémie comme
quelque chose qui nous arrivait à tous et qu'on devait juguler. Ils sont venus en tant que représentants d'une catégorie de soignants. Et c'est exactement ce que je disais au début, c'est-à-dire que la santé en France, ce sont les soignants. Et d'ailleurs, on a plus parlé des soignants pendant cette crise que des gens eux-mêmes qui étaient en réanimation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est intéressé à cette crise sur les soignants. Ça veut dire que le système de santé, c'est les soignants. Et en fait, on donne un blanc-seing aux soignants et les patients sont derrière, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire une telle coque autour de la santé qu'on estime qu'on n'a même pas le droit de toucher ou de s'intéresser aux patients. On ne doit que s'intéresser à eux qui, eux, prendront soin des patients. Et comment vous imaginez que ces gens-là vont abandonner ce pouvoir? C'est impossible. Et moi, quand je parle à des politiques aujourd'hui dans le cadre des différentes campagnes, ils me le disent. Ils me disent, mais on le sait, mais c'est un pouvoir qui est trop fort. C'est-à-dire que même le politique n'a pas la force, même le politique qui est en place au plus haut niveau, de contrer ces corporations qui sont toutes puissantes en France et qui vont défendre finalement leur précaré avec la dernière acharnement jusqu'à ce que vraiment on soit dans une situation où on ne peut pas faire autrement que de faire une toute petite brèche dans cet intérêt-là. Pour le dire simplement, la gestion de cette épidémie, les décisions qui ont été prises qui concernaient la vie quotidienne des Français, que ce soit les confinements, que ce soit le pass sanitaire, ont été avec en tête la question de l'engorgement des services de réanimation. C'est ça? Ou je résume un peu trop brutalement? C'est ce qu'on a dit pendant longtemps. Et c'est sûr que ce sont des indicateurs qui ont été regardés. C'est-à-dire que le politique, au bout d'un moment, en particulier le président de la République, a regardé les choses, il a voulu comprendre. Donc il a regardé les choses sur le fond. Mais en fait, il y avait en permanence un prisme, mais il le savait d'ailleurs, un prisme qui était le prisme des gens qui étaient en poste. C'est-à-dire que dans l'esprit des Français, finalement, parce que les gens sont des soignants, ils n'ont pas d'intérêt personnel. Mais c'est faux, en fait. C'est faux. Et ils le savent, d'ailleurs, maintenant, les politiques. C'est-à-dire que même le fait qu'il y ait des patients, qu'il y ait des gens qui peuvent mourir, et que même le pays puisse se faire bloquer, ce n'est pas suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas un prisme qui soit les prismes d'intérêt. Et par exemple, sur les réanimations, il y a eu un conflit dans le monde de la réanimation, dont les gens parlent peu, à part les gens qui connaissent bien le système, entre la réanimation médicale et l'anesthésie-réanimation. L'anesthésie-réanimation, ce sont les gens qui vous anesthésient quand vous avez une intervention, vous faites une prothèse de hanche, vous faites opérer du genou, vous avez une cataracte. Et la réanimation médicale, c'est quand vous êtes extrêmement malade et qu'on vous réanime, on essaye de vous sauver la vie. Et en fait, ces gens-là de la réanimation médicale ont voulu garder la main sur le Covid parce qu'ils avaient des vues sur le fait d'augmenter leur capacité de lit. Donc ils n'ont pas voulu au début laisser fuiter leurs patients dans les services d'anesthésie-réanimation qui sont en général dans des cliniques privées. Et cet intérêt-là a joué sur le fait qu'on a été surengorgé, on a eu une impression de surengorgement à un moment. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils savent très bien gérer leur communication. Et quand vous mettez le doigt sur ce genre de sujet, ils vous disent « mais comment vous osez dire ça? Vous êtes un criminel, on parle de la vie de gens ». Et ils savent parfaitement gérer le fait que la santé, c'est quelque chose de particulier. Et que donc, dès que vous essayez de mettre un doigt là-dedans, ils vous mettent dans une situation où vous êtes en grande difficulté sur le plan de la communication. D'ailleurs, vous-même, vous avez été en but à des attaques, vous étiez le médecin sans patient, celui qui n'avait pas de... La question est de savoir dans ces cas-là ce qui autorise à parler. En gros, d'où est-ce qu'on parle dans une crise comme celle-là? J'ai moi-même été évidemment en permanence sur des plateaux de télévision. Je ne suis pas médecin. Je parlais avec, on va dire, mon honnêteté intellectuelle, ma lecture des choses, et j'essayais en tout cas, avec une vision que je voulais synthétique, c'est-à-dire ne prenant pas en compte uniquement un point de vue qui était celui des soignants, mais la globalité des problèmes. Mais essayez de me définir un petit peu ce qui peut faire une expertise intéressante sur un plateau de télévision. Qu'est-ce qui apporte quelque chose dans la gestion de cette crise et quelle légitimité on a? Les soignants, l'intérêt qu'ils pouvaient avoir, c'était de décrire leur quotidien. Évidemment, un soignant n'a pas une vision d'ensemble. Un soignant n'a aucune légitimité, en tout cas un réanimateur par exemple, ou quelqu'un qui travaille dans les soins intensifs pour expliquer l'évolution de l'épidémie, ou pour donner une prescription de mesures barrières à appliquer à la totalité de la population, ou pour décrire... C'est pourtant ce qu'on a vu. Évidemment, ou décrire une stratégie vaccinale. Donc ces gens disaient n'importe quoi. Alors après, c'est des choses qu'ils lisaient ailleurs. Vous savez, moi, je pense, et c'est ce que j'ai vérifié, c'est que la majeure partie des gens, des médecins qui venaient parler sur les plateaux de télé, lisaient simplement la presse. C'est-à-dire qu'en fait, ils lisaient certains articles, parce qu'il y a certains journaux qui font quand même une analyse de fond, un petit peu d'articles scientifiques, qui font un pré-mâché, ils lisent ça, et après ils vont sur les plateaux télé, et ils regardent aussi ce que les autres médecins disent. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde dit la même chose. Et puis vous avez quelques personnes qui effectivement avaient un degré d'analyse un petit peu plus précis. C'était des gens qui faisaient des calculs
comme par exemple Arnaud Fontanet ou certaines personnes du conseil scientifique, bien que je suis assez critique sur le conseil scientifique, ou alors effectivement quelques épidémiologistes comme Pascal Crépet, éventuellement comme Flao. Mais à part ça, les gens n'avaient rien à faire sur le plateau télé, puisqu'à part dire on a des gens dans notre service de réanimation et il y a une tension, je ne vois pas ce qu'ils pouvaient dire de plus, parce qu'ils n'allaient pas expliquer, bien sûr, la gestion de l'intubation d'un patient, ça n'intéressait personne. Alors, vous racontez aussi comment, justement, ce fameux conseil scientifique a été coopté, en fait. C'est-à-dire que là aussi, on a une capacité en France à construire des usines à gaz de chaînes de décision avec des gens dont on ne peut pas considérer qu'ils sont forcément les plus compétents. C'est-à-dire qu'on est là aussi dans un blocage institutionnel. C'est même pas un blocage institutionnel. Le conseil scientifique, c'est incroyable en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que au moment où la crise éclate, on a une personne qui est le président du conseil scientifique, qui est la personne qui a tout organisé ce montage-là, qui a décidé que c'était elle qui était la plus crédible. Elle s'est auto-désignée comme celle qui pouvait gérer cette crise-là. Et ensuite, pourquoi ? Parce qu'il avait des compétences sur les... Parce que c'était un grand nom du sida. Voilà. Et en fait, la médecine française en infectiologie s'est construite sur la maladie du sida. C'était des gens qui étaient beaucoup plus puissants que les autres, puisque c'était une maladie qui avait un retentissement beaucoup plus important que les autres. Et donc, il s'est positionné comme la référence. Je rappelle que c'était quand même un médecin à la retraite qui avait 73 ans au moment où l'épidémie a commencé. Donc, il revient, il sélectionne des gens qu'il connaît, c'est-à-dire des copains, enfin, pour dire les choses simplement, et puis ils se regroupent autour de lui, et puis ils vont émettre des avis. Ils n'ont pas de méthode de travail, on ne sait pas pourquoi ces gens-là ont été choisis, c'est absolument pas transparent, et ils n'ont aucune obligation. Ils n'ont pas d'équipe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'équipe qui fait de la littérature, qui fait des recherches. Donc moi, une fois, je croise un des membres du conseil scientifique, et je lui dis, mais comment vous travaillez là? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre c'est quoi votre méthode pour faire vos avis. Il me dit, mais on n'a aucune méthode en fait, on se retrouve entre nous, sur Zoom, on discute pendant 1 heure ou 2, chacun a appelé des gens qu'il connaît, donc le réseau, et puis après on dit voilà quasiment ce qui est du bon sens en fonction des choses qu'on a lues. Et c'est comme ça qu'a été gérée la crise, alors qu'en France on a une pléthore d'agences qui ont des méthodes reconnues, qui ont été complètement écartées pour laisser la place à ce conseil scientifique. Et c'est exactement comme ça, pour moi, que fonctionne la France, c'est-à-dire qu'on crée plein de comités qui finissent par s'isoler parce qu'en fait, elles sont un peu déconnectées du reste du fonctionnement. Et puis à la fin, on a un noyau dur de quelques copains ultra réseautés qui prennent les grandes décisions sur des bases de calculs faits sur un coin de bureau. Et en tout cas, le conseil scientifique, c'est comme ça qu'il se fait, et il a fait plein d'erreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a dit des choses qui étaient finalement pas tellement plus au-dessus des raisonnements qui pouvaient être faits justement sur les plateaux de télé par des gens qui avaient globalement lu les articles de presse de qualité. Alors il y a une dimension d'ailleurs que vous abordez, et c'est la composition même du conseil scientifique et son évolution permet aussi de toucher du doigt ça. C'est le temps qu'il a fallu pour comprendre qu'il y avait des dommages collatéraux. Et là aussi, on est quand même effaré, j'ai le souvenir de la façon dont ça s'est passé et de la difficulté qu'il y avait à un moment donné à faire entendre que les confinements avaient des conséquences, que même si ces conséquences n'étaient pas aussi immédiate que les morts en réanimation, c'était tout aussi tragique. Là encore, comment explique-t-on cette absence de vision synthétique ? Parce que c'est pour la même raison que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un infectiologue qui a décidé qu'il allait gérer la crise tout seul. Et pour vous dire, la mentalité de cette personne-là, c'est qu'il a vraiment pensé qu'il allait pouvoir gérer la crise tout seul, et qu'il n'y a personne dans ce conseil scientifique qui avait une dimension dite de santé publique. Donc ils ne se sont pas intéressés aux conséquences psychosociales, ils ne se sont pas intéressés à la question des libertés, ils ne se sont pas intéressés à la question des enfants. Et après, on a mis des gens qui étaient des pédiatres ou des psychiatres dans le conseil scientifique, mais c'est des gens qui faisaient de la décoration. C'est-à-dire que ce conseil scientifique, c'était Jean-François Delfraissy et un tout petit peu Arnaud Fontanet, mais c'était essentiellement Jean-François Delfraissy. Donc après, est-ce qu'il y a eu un jeu entre Jean-François Delfraissy, l'exécutif, le ministère de la Santé, pour aussi permettre que Jean-François Delfraissy soit la personne bien pratique pour justifier des décisions à la fin qui pouvaient être un petit peu arbitraires? Je n'en sais rien, c'est tout à fait possible. C'est ce que m'ont dit des juristes quand ils ont essayé de faire des recours au Conseil d'État, mais ce n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, voilà, c'est le fait qu'on ne se soit pas posé la question de qui devait y avoir dans le conseil scientifique, qu'on n'était pas prêt et qu'on ait laissé finalement faire un espèce de coup d'État. Jean-François Delfraissy, pendant 1 an, il a eu les pleins pouvoirs en France et il a aimé ça et ça ne lui a pas posé de problème.
c'est dû au fait qu'on était complètement démunis et qu'on n'a pas compris qu'en fait c'était une crise qui était une crise sociétale. C'était pas simplement une crise de savoir quel antibiotique je donnais à un patient qui avait une infection bactérienne ou comment je traitais une infection virale. Or, la compétence de Jean-François Delfrécy, elle n'est que celle-là. Donc quand vous mettez un infectiologue aux manettes pour diriger finalement un pays pendant 1 an, bah, il la dirige comme s'il n'y avait que l'infection qui existait. Donc, Cela dit, Jean-François Delfrécy n'était pas celui qui prenait in fine les décisions. Et Emmanuel Macron est omniprésent dans votre récit, justement, parce que vous racontez comment vous-même, vous avez compris que les avis que vous donniez lui remontaient, que les chiffres qui étaient les vôtres, il les lisait, il les regardait. Mais ce que confirme votre récit, c'est quand même aussi le fait que c'est Emmanuel Macron tout seul qui a géré. Et que là aussi, il y a une question démocratique qui se pose, d'ailleurs même pas seulement une question démocratique, une question là aussi de diversité des sources, de réflexion, de capacité à entendre, avec évidemment ce moment de basculement qui est un moment important, où Emmanuel Macron, justement, après 1 an de plein pouvoir, selon ce que vous dites, de Jean-François Delfrécy, décide de s'opposer à ceux qu'on a appelés les enfermistes, c'est-à-dire en fait à tous les épidémiologistes qui considéraient que on pouvait sans aucun problème reconfiner totalement la France et que c'était ça la seule façon de lutter contre le virus. C'est-à-dire que vous décrivez en fait le pouvoir d'un homme qui à un moment donné arbitre dans un sens, puis à un autre moment va arbitrer dans l'autre sens, et tant mieux, en effet, moi à l'époque j'avais salué ça, mais toujours tout seul. ah bah, c'est un fait. Je veux dire, je pense qu'on a tous observé, et moi, de ma position, j'ai observé la même chose, c'est que la crise a été gérée par Emmanuel Macron tout seul, qui s'y intéressait. Alors après, il comprenait les choses d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça qu'il se sentait en position de prendre des décisions, mais c'est lui qui prenait toutes les décisions. Et après, il subissait des influences. Et il y a eu voilà, des conseillers du roi qui ont eu plus d'influence à un moment qu'à un autre. Moi, je pense effectivement que Jean-François Delfrécy a eu énormément de poids pendant la première année. Donc, je pense que pendant l'année 2020, c'est lui qui faisait la loi. Emmanuel Macron reprend un peu la main à partir du moment où il y a les vaccins, parce que je pense qu'Emmanuel Macron aime bien, c'est un homme de solution, donc il y avait les vaccins, donc il s'est mis avec Agnès Pannier-Runacher, il y a Thierry Breton qui parlait, il y avait la problématique industrielle où il s'est senti beaucoup plus fort, et puis après il y a eu Olivier Véran qui a eu un petit peu plus de poids, et je pense qu'aussi Emmanuel Macron a voulu un tout petit peu laisser ses lieutenants décider, et puis après il a repris la main à la fin de l'année 2021, mais oui, je pense qu'on peut dire que c'est lui qui a géré. Et d'ailleurs, je pense que si on l'interrogeait, il dirait j'assume ma gestion de la crise et c'est moi qui prends les coups. Je crois qu'il dit qu'il prend toutes les balles. Donc je pense qu'il est dans cet esprit-là. Il y a une autre dimension qui a été extrêmement frappante pendant ces 2 années de crise, et en fait qui rejoint d'ailleurs un combat que vous racontez entre Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, c'est la question des générations et la question des enfants. Puisque en gros, l'affrontement Blanquer-Véran, on l'a tous vu sur la question de l'ouverture des écoles, et on se souvient là aussi heureusement de l'arbitrage d'Emmanuel Macron plutôt dans le sens de Jean-Michel Blanquer, in fine. Mais derrière, il y a cette question qui revient en permanence dans votre récit et qui est revenue pendant 2 ans, c'est la question des choix entre les générations et de ce que vous appelez l'égoïsme. Vous expliquez carrément que en gros, les vieux ont été quand même sacrément égoïstes. Pourquoi vous en venez à ce jugement aussi sévère ? Parce que moi, mon parti pris au tout début de l'épidémie, mon gros papier que j'ai publié dans une top revue à l'été 2020, c'était de dire qu'il fallait absolument distinguer 2 populations. Qu'il y a une population qui n'était pas concernée par cette épidémie, qui était la population en gros des gens de moins de 50 ou 60 ans, et qu'il y avait une population âgée qui était exposée au risque de ce virus. Et j'estimais qu'on ne pouvait pas traiter les 2 populations de la même manière. Et j'ai été jusqu'au bout de ma démarche, parce que j'ai été jusqu'à parler avec des associations de retraités pour leur demander s'ils étaient prêts à accepter des mesures dissociées. Et je sais que le président de la République s'est posé cette question-là, puisque dans une des allocutions, il a clairement dit qu'il avait étudié ce scénario-là et qu'il ne l'avait pas retenu. Et j'ai touché du doigt, en fait, le fait que c'était une classe d'âge dans laquelle les intérêts étaient assurés dans notre pays. C'est-à-dire qu'aucune décision ne pourrait être prise contre l'intérêt de cette classe d'âge-là. Je pense que c'était vrai pour cette épidémie, je pense que ce sera vrai pour les retraites, ce sera vrai pour le travail. Rien en France ne sera fait contre
la génération des gens qui ont aujourd'hui entre 60 et 80 ans. Et on a laissé des étudiants dans un état... Parce que c'est eux qui votent, parce que c'est la génération du baby-boom qui a toujours été démographiquement majoritaire dans la mesure où elle était dans sa jeunesse plus importante puisque génération du baby-boom que les générations précédentes, et comme elle n'a pas fait d'enfants, maintenant elle est plus importante que les générations qui viennent. Oui, mais je pense qu'elle a un lead intellectuel, et je pense que la place qu'elle a prise dans la société française n'a jamais été combattue par une génération plus jeune aussi. Et je pense que la jeunesse a été extrêmement muette en France. C'est-à-dire qu'on a eu des étudiants qui se sont retrouvés, moi j'ai fait des réunions avec des étudiants qui se sont retrouvés dans des conditions carcérales, quasiment pendant 1 an. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient pris 1 an de prison ferme. Ils étaient à peu près enfermés chez eux, ils n'ont pas pu aller en cours. On leur disait que c'était dangereux de voir leurs grands-parents. Je ne suis pas je suis pas quelqu'un qui dramatise, hein, c'est pas du tout ma nature. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai entendu. Et ça n'avait pas l'air de choquer les gens plus âgés. Ils considéraient qu'à partir du moment où ça les protégeait, ça pouvait se justifier. Donc moi, ce que je dis à la jeunesse, c'est on ne vous fera aucun cadeau dans ce pays. Et il y a des discours politiques qui sont la jeunesse. Ce n'est pas vrai. L'intérêt de la jeunesse passera toujours derrière l'intérêt des gens qui ont entre 60 et 80 ans et ils ne feront aucune concession. C'est-à-dire que si le pays doit aller à la banqueroute totale pour sauver leurs intérêts, il ira à la banqueroute totale. Et ces gens-là ne lâcheront jamais rien. Et comme effectivement ils sont protégés par le système électoral, je pense que ça va être assez compliqué pour les jeunes de réussir à exister. Et comme en plus, sur un plan de pyramide des âges, cette population-là va peser de plus en plus lourd, je pense que ça va être très très lourd sur les épaules des jeunes générations, et ce n'est pas l'homme politique qui va les sauver. Donc c'est ce poids de cette génération-là qui a empêché que les psychiatres, les pédiatres soient véritablement entendus dans cette épidémie, parce que c'est vrai que pendant 2 ans, ils ont tenté d'alerter. Ils se sont opposés à beaucoup de décisions, on en a vu, hein. Vous citez Robert Cohen qui a... Oui, c'est à peu près le seul. Les pédiatres, ils ont quand même été extrêmement discrets, sauf à la toute fin de la crise. La ministre de l'enseignement supérieur, on a l'impression que les étudiants n'existaient même pas pour elle. Enfin, c'est tout à fait incroyable. Et puis, les jeunes, on les a pas vus. C'est-à-dire que, voilà, vous enfermez des jeunes pendant 1 an chez eux pour une maladie qui ne les concerne pas, bah, ils restent enfermés chez eux. Ils auraient pu sortir, ils auraient pu dire il en est hors de question. Enfin, j'ai quand même le droit de sortir de chez moi pour une maladie qui me concerne pas. Il y a un phénomène extrêmement puissant, en fait, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des messages sur les télévisions et les radios, je respecte les gestes barrières, je ne tue pas papy et mamie, c'est sûr que ça n'aide pas à se sentir libre. C'est cette question de la liberté d'expression, de la possibilité même de faire entendre un discours différent, elle court en fait tout au long de votre récit, parce que vous êtes un acteur qui devient un acteur du système médiatique en fait. Or, dans ce système médiatique, moi ce qui m'a frappé, c'est l'impossibilité de faire entendre des voix discordantes à certains moments. Moi, j'ai pas eu cette impression. J'ai eu l'impression qu'il y a justement des médias qui se sont un petit peu mouillés et qui ont été suivis par l'audimat, en fait, puisque les gens ont adhéré, ils ont eu aussi leur opinion qui a évolué au cours du temps. Je pense qu'il y a peut-être eu une pression aussi un petit peu culpabilisante des pouvoirs publics pour faire comprendre qu'il fallait être extrêmement responsable, qu'on était un média et qu'on avait une lourde responsabilité, alors que moi je pense que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Enfin, après, ils prennent les idées qui leur semblent les plus intéressantes. Et puis, juste pour revenir sur cette histoire des personnes plus âgées, vous vous rendez compte qu'on n'a même pas été capable, mais c'est en France, puis c'est dans les autres pays développés, de faire rendre la vaccination obligatoire aux gens de plus de 60 ans. C'est quand même incroyable. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec des experts, Axel Kahn, paix à son âme, et qui m'avait dit, demander à des personnes plus âgées de se vacciner ou de respecter d'autres règles, c'est de la discrimination. Donc là, encore une fois, c'était de la culpabilisation. Et moi, je le dis dans le livre, hein, dès l'été 2021, j'avais dit, il faut rendre la vaccination obligatoire pour ces personnes âgées, sinon c'est toute la société qui va se retrouver coincée. En plus, ils ont préféré faire que des jeunes de 20 ans qui n'avaient pas reçu leur 3e dose ne puissent pas aller à la fac, ne puissent pas parfois passer leur concours, plutôt que de rendre obligatoire la vaccination pour quelqu'un de 75 ans. C'est pour vous dire à quel point les jeunes ne pèsent rien dans cette société. Ils ne sont rien, et ils n'ont que la liberté que leur permette la population plus âgée. Et
cette impression qu'on est une société jeune et que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement qui encourage la jeunesse, c'est une impression qui est totalement fausse. Ils n'ont pas le courage, alors peut-être que sur le deuxième mandat, ils l'auront un petit peu plus, mais pour l'instant, c'est extrêmement important. C'est quoi les grands défis? Moi, je pense que le vrai défi de demain, c'est le vieillissement de la population. C'est le financement de la dépendance, c'est les retraites et c'est le système de santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le système de santé, c'est avant tout les personnes âgées. La majorité des gens qui sont malades sont quand même des personnes âgées. C'est-à-dire que tout le poids de la société française, ça va être sur la population la plus âgée et ça va ne faire que gonfler, 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 gonfler. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver à la fin de ce phénomène, de cette logique-là, c'est-à-dire que la jeunesse ne sera plus en capacité de supporter la charge que représentera la population la plus âgée. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que je pense que la génération des boomers aujourd'hui est jusque-boutiste. C'est-à-dire qu'elle ne lâchera rien et il faudra vraiment qu'on soit dans une très très grande extrémité pour que cette logique-là arrive au bout. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, là, en l'occurrence, cette crise-là s'est résolue d'elle-même par la disparition, pour l'instant, du virus. Mais c'est vrai que même, là aussi, dans la pression médiatique, vous racontez comment s'est passé le débat autour de l'apparition du variant Omicron. Et de fait, il y avait quelque chose de très frappant dans le besoin presque de maintenir à tout prix cette épidémie et la peur qui allait avec. En tout cas, une façon de dramatiser, alors même que les chiffres qui arrivaient étaient quand même objectivement pas monstrueux, quoi. C'est-à-dire quand on regardait les choses, on voyait très bien que c'était un variant moins dangereux. Là aussi, pourquoi un tel esprit moutonnier? Pourquoi une incapacité à dire tout simplement le réel et à continuer à parler des chiffres de... C'est surtout ça, moi, qui m'a rendu dingue. Tous les jours, citer les chiffres de contamination comme si ça avait le même sens une fois qu'on avait les vaccins et avec un variant qui n'était pas dangereux. Parce que le système de santé, enfin les différentes personnes, intérêts qui composent le système de santé ont fait la pression maximale parce qu'ils n'avaient pas envie de disparaître, ils n'avaient pas envie que leurs intérêts disparaissent, ils avaient déjà gagné beaucoup, je pense qu'ils ne voulaient pas disparaître tout de suite. D'ailleurs, il a fallu la guerre en Ukraine pour que vraiment on fasse un petit peu disparaître cette part de voix et cette puissance des acteurs de la santé. Je pense que Olivier Véran a eu un rôle très important à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je pense qu'il a eu le rôle d'épouvantail. Il faisait peur en fait à l'exécutif en disant c'est extrêmement dangereux. En plus, il y avait la campagne qui se rapprochait, donc il disait attention, attention, le phénomène Trump, c'est ces gens qui ont disparu politiquement parce qu'ils n'ont pas été jusque-boutistes sur le Covid. Donc je pense que la vague Omicron, ça a été la transition d'une gestion quand même assez rationnelle de la crise par Emmanuel Macron, avec l'arrivée de l'échéance électorale qui faisait qu'on commençait à rendre les choses de plus en plus politiques. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé avec la vague Omicron, mais quand même, mis à part ce passe vaccinal, qui est une grande erreur, Emmanuel Macron n'aurait jamais dû céder à son ministre de la Santé sur le passe vaccinal, ça lui a été arraché au moment où on ne savait vraiment pas ce qui allait se passer sur cette vague Omicron. Et puis ensuite, ça c'est la logique d'Emmanuel Macron, c'est qu'après, il ne revient pas en arrière, il veut de la continuité, il veut montrer qu'il va jusqu'au bout et qu'il ne faiblit pas. Bon, il a été jusqu'au bout, jusqu'à dire qu'il emmerdait les non-vaccinés. Le problème, c'est que je pense que l'histoire n'est pas complètement finie et qu'on se rendra compte in fine qu'on aurait vraiment dû vacciner la population âgée et que finalement, le fait que des jeunes attrapaient la maladie était plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise. C'est ce qu'on voit dans les pays qui ont fait du zéro Covid comme Hong Kong. Le fait que la jeunesse n'ait jamais rencontré le virus fait que, comme l'efficacité du vaccin sur la transmission est très faible, en fait, vous ne vous en sortez jamais. La réalité avec cette épidémie, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que les jeunes rencontrent le virus pour créer une certaine immunité et faire qu'on est quand même beaucoup moins réactif aux vagues épidémiques. Oui, là aussi, il y a toute j'allais dire, toute une erreur de choix qu'on peut comprendre. Simplement, la question est celle finalement des principes qui président à ces choix. Qu'on puisse, dans une épidémie aussi complexe, se tromper, commettre des erreurs, tâtonner me semble tout à fait légitime. Encore faut-il dire à la population au nom de quels principes on mène une politique sanitaire. Et moi, c'est ça que j'ai jamais trouvé véritablement dans cette épidémie. J'ai jamais compris quel était le but. Par exemple, les discours, vous citez la question de la transmission, bien qu'on soit vacciné, à aucun moment ça n'a été explicité. On savait qu'on était quand même contaminant quand on était vacciné, mais que pour autant c'était une protection, que donc il fallait absolument cibler les personnes à risque, etc. Pourquoi, là aussi, cette politique sanitaire apparaît-elle aussi
erratique, c'est-à-dire incapable d'exprimer ses buts pour pouvoir les débattre démocratiquement? Parce que le monde sanitaire a terrorisé l'exécutif. Ils les ont terrorisés. Et ils l'ont fait 24 heures sur 24 sur les chaînes de télé, et l'exécutif a eu peur. C'est-à-dire, c'est l'autorité du médecin, et l'autorité du médecin a été plus fort que le président de la République. C'est une vérité. Les Gilles Pialou, les Gilbert Deray, les Dominique Costagliola ont réussi à terroriser Emmanuel Macron, qui finalement a fait du principe de précaution, alors que ce n'est pas sa nature. Mais je pense que ça aurait été n'importe quel sujet, finalement même la guerre telle qu'on l'a aujourd'hui, on a l'impression que la rhétorique est moins forte que le pouvoir que ces gens-là avaient à l'époque. Il faut se rappeler, ces gens-là ont terrorisé tout le monde, mais ils ont même terrorisé le président de la République, donc qui a résisté un petit peu, mais finalement, il n'a jamais résisté jusqu'au bout. Est-ce que ça ne nous raconte pas aussi une part de notre rapport occidental à la mort aujourd'hui? C'est aussi ça qui a terrorisé. C'est-à-dire que la mort est devenue inacceptable. Donc un président ne peut pas porter la responsabilité de la mort, quelle qu'elle soit. Je pense que l'exécutif doit sortir de son complexe vis-à-vis du médecin. Moi, quand je croise des politiques maintenant qui me demandent, je dis il faut que vous faut tuer le pouvoir médical. Vous ne pouvez pas. Ça, en fait, ça a une telle place dans notre société aujourd'hui, le monde médical, en termes de PIB, en termes d'impact sur nos vies, en particulier quand c'est dans une épidémie. Vous ne pouvez pas laisser le pouvoir aux médecins. Or, vous leur avez laissé les pleins pouvoirs. Le ministre de la Santé n'a pas été un contre-pouvoir au pouvoir médical, ce qui devrait être normalement défendre un petit peu les gens. En même temps, il est issu de ce monde-là. Il est quand même ancien syndicaliste. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est-à-dire que si vous avez un ministre de la Santé qui n'est que le porte-voix d'un pouvoir déjà qui vous empêche d'agir, comment vous voulez agir? Donc c'était trop fort, et donc ça a complètement écrasé la capacité de décision, et finalement la latitude qu'avait le président de la République a été très faible. C'est-à-dire que soit il confinait complètement, soit il confinait un petit peu. Mais ne serait-ce que de confiner un petit peu, c'était vu comme de la rébellion insupportable à ce pouvoir médical. On a quand même vu pendant cette crise des médecins dire Emmanuel Macron est un irresponsable, il va tuer des gens. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres domaines que le monde de la santé. On est des gens qui se sentent ce pouvoir-là, ce culot-là. Je n'entends pas dans la phase qu'on a en ce moment des généraux de l'armée dire c'est un irresponsable, il va nous faire tous vitrifier par une bombe atomique. Non, mais je fais un parallèle qui est peut-être... mais c'est la réalité. C'est-à-dire que ces gens-là ont un pouvoir qui est considérable parce que le politique a peur, parce que ça touche à la santé, parce que ça touche à la mort. Or, il n'y a pas besoin. Je veux dire, moi, je n'ai pas peur de dire que les conséquences psychosociales sur les jeunes dépassent peut-être les conséquences de fin de vie chez des personnes qui sont très âgées. Peut-être parce que je touche à ça depuis plus longtemps, mais je pense que les hommes politiques devraient arrêter d'être terrorisés par ce sujet-là. Il va falloir qu'ils y aillent, parce que sinon ils vont se laisser totalement dépasser et ça va les écraser. Peut-être aussi qu'il y avait une immense frustration de l'ensemble du monde médical depuis des années. C'est-à-dire que je pense que l'évolution de la sociologie même des médecins raconte aussi tout ça. C'est-à-dire la perte du pouvoir symbolique, la perte de la reconnaissance de la part de la société, et tout à coup ce monde-là se retrouve dans une position à nouveau d'exercer ce pouvoir symbolique, de retrouver cette aura qui était perdue. Il y a peut-être beaucoup de ça. Moi, je ne suis pas totalement convaincu. Je pense qu'ils l'ont toujours eu. Et je pense que je ne vois pas beaucoup dans l'histoire de moments où les médecins n'ont pas eu les pleins pouvoirs. J'ai l'impression que c'est eux qui décident tout. Et la seule solution qu'on voit dans la campagne, c'est qu'il faut leur donner encore plus de pouvoir. Donc on trouve ça bien en fait. Donc donnons-leur les pleins pouvoirs. On leur a donné les pleins pouvoirs, on leur a donné beaucoup d'argent. Je rappelle que la France, on est le 3e mondial en termes de part de PIB consacré à la santé. Et ils disent que ça ne va pas du tout. Oui, mais cet argent-là ne va pas aux médecins. Mais si, ben, il va aux médecins, il va au système. C'est-à-dire que c'est quand même eux aussi qui ont la main sur le système. Il va aux médecins généralistes, il va aux médecins dans les hôpitaux, il va aux biologistes, il va à tous les acteurs du système. Il n'est pas jeté dans le sable. Il y a quand même une part d'administratif, notamment dans la gestion de l'hôpital public, qui est énormissime. Déjà, il y a de l'administratif. Plus important il y a de l'administratif partout en santé. Je veux dire, la logistique, ça fait partie de la santé. Moi, je ne partage pas 100% cette idée que c'est parce que l'argent va chez l'administratif. Je pense que les médecins sont responsables. Je pense qu'ils sont battus pour eux. Et qu'ils n'ont pas réussi à créer quelque chose qui soit extrêmement convaincant. Par exemple, les médecins généralistes, on entend dans cette campagne,
il faut beaucoup trop de temps pour aller voir un médecin généraliste. Or, si vous regardez le nombre de médecins généralistes qu'on a par habitant, il est plutôt au-dessus des autres pays. Vous dites, mais attendez, le problème c'est de l'État, concentration le problème géographique. c'est vous. Non, mais le problème c'est peut-être que vous faites des consultations qui ne servent à rien et que du coup, les gens qui ont vraiment besoin d'un médecin, ils n'ont pas accès à votre consultation. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est Oui, trop mais facile. c'est pas le médecin qui peut choisir à l'avance si la consultation sert à quelque chose ou pas. C'est le patient qui vient. Le médecin généraliste est un acteur économique indépendant. Alors, c'est tout le problème, c'est qu'il est financé par la sécurité sociale tout en se vivant comme un indépendant. Toutes ces consultations sont payées le même prix. Vous savez, tout acteur économique optimise son activité pour optimiser ses revenus à lui. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un certain nombre de médecins généralistes qui aient compris que certaines consultations étaient mieux que d'autres et qui du coup, finalement, aient un certain nombre de patients qui n'auraient pas totalement besoin de voir le médecin généraliste pour un projet ou pour un autre et que du coup, des gens qui en ont très besoin mais qui feraient peut-être des consultations beaucoup plus longues sont un tout petit peu écartés. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, en tout cas, c'est ce qui arrive. Disons que sans doute que ça se joue ne serait-ce que dans la répartition géographique des médecins, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si on trouve beaucoup de médecins sur la Côte d'Azur, c'est parce qu'il y a beaucoup de clientèle. C'est-à-dire, en effet, une population âgée qui va avoir tendance à consommer du soin, pas forcément de façon sans limite, en tout cas. à fait nécessaire, sans limite. Le problème vient-il seulement des médecins dans la mesure où on a vu pendant des années un pouvoir politique qui considérait que la seule façon de baisser la consommation de soins, c'était de baisser le nombre de médecins, que ce soit la droite ou la gauche. C'était Alain Juppé, Martine Aubry, les mêmes. Vous savez pourquoi? En France, qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi la santé coûte cher en France? C'est parce qu'il y a un effet volume, ce n'est pas un effet prix. C'est un effet volume. C'est-à-dire que les Français consomment énormément de soins parce qu'il n'y a aucune limitation et que les médecins sont plutôt généreux dans le fait, ils limitent assez peu eux-mêmes. Et donc du coup, comme on ne peut pas faire plus que 3e budget mondial en termes de santé, on est obligé de mettre des petits coups de rabot. Donc en fait, on a un système qui encourage à faire toujours plus de soins et au bout d'un moment, on est quand même obligé de baisser un petit peu les prix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une gabegie, à mon avis, de soins qui ne sont pas pertinents, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et finalement, les acteurs eux-mêmes ne sont pas contents parce qu'ils se retrouvent à faire des très hauts volumes et finalement à ne pas gagner autant d'argent. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est rationaliser tout ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas utiles. Je pense qu'un médecin généraliste, il y a la moitié de ses patients, il n'a pas besoin de voir son médecin. Il pourrait soit consulter une plateforme, soit voir une infirmière spécialisée, soit voir personne. Et simplement être rassuré en disant, vous n'avez rien. La question, c'est comment on agit politiquement pour ça. C'est-à-dire, il y a la question de la liberté d'installation des médecins. En revanche, ce que vous pointez, c'est la question de... Donc, le patient arrive, le médecin lui dit quoi? Vous n'avez rien à faire chez moi, au revoir monsieur. Enfin, concrètement, on fait quoi? Est-ce que quand vous avez des gens qui ont vraiment besoin du médecin et qui ne peuvent pas y avoir accès, que concrètement, vous avez quand même un certain nombre de médecins par rapport aux autres pays à côté, vous pouvez mettre un filtre. Vous pouvez estimer que n'importe qui pense, parce que simplement il pense qu'il doit voir le médecin, n'a pas nécessairement à se faire prendre en charge par la solidarité nationale et une consultation. Et parfois un médecin qui va lui faire en plus un acte, donc qui va coûter encore plus cher, qui n'est pas forcément utile. J'ai des amis cardiologues qui me disent que 80% des patients qu'ils voient n'ont aucun problème. Et en fait, ils les voient juste pour rassurer le patient qui pense avoir, par exemple, un problème au cœur. Donc soit on continue dans cet esprit-là, avec des médecins qui vont jouer sur l'émotion en disant « Mais comment vous dites, monsieur Blachier, quelqu'un ne pourrait pas voir son médecin alors qu'il a besoin d'être rassuré ?» Parce que c'est ça l'argumentaire, c'est tout le temps de l'argumentaire qui se sort sur l'émotion. Ou est-ce qu'on est un petit peu rationnel et on dit « Non, non, mais ça a beau être la santé, ça concerne quand même le politique parce que ça concerne tout le monde. Et je vais estimer qu'il y a un premier filtre et on va voir le médecin si ce premier filtre est passé. » Si on arrive à limiter 50% des consultations, le problème de la démographie médicale, il est résolu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On forme 3 fois plus de médecins pour en mettre 3 fois plus et continuer cette gabegie, ou est-ce qu'on met un filtre? Et vous voyez très bien le débat qu'il va y avoir, parce que les médecins refuseront qu'il y ait un filtre, et ils vous feront des grands principes en disant que c'est pour l'égalité d'accès, voilà, ils vont vous donner des grands principes moraux, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ils ne font que protéger leur rente, être sûr d'être plein de patients et de pouvoir voir des patients où les consultations ne durent pas longtemps parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces 2 ans de pandémie qui auraient dû nous inciter à réfléchir à l'ensemble de notre système de soins et de son organisation, c'est un coup pour rien. Parce que là, on est dans cette campagne, évidemment, de fait, elle est phagocytée par autre chose, mais on n'a pas l'impression que tous les éléments que vous mettez sur la table vont être discutés dans les années qui viennent. Écoutez, on a une crise de 2 ans qui nous a montré que le système était absolument pas rationnel, qui nous coûtait extrêmement cher et qui n'était pas de bonne qualité. Qu'est-ce qu'a demandé Olivier Véran?
il a demandé de doubler le nombre de médecins, donc exploser le numerus clausus, et de mettre des milliards dans les hôpitaux. Donc voilà, on a exactement la logique que je vous décris, c'est-à-dire qu'on a donné plein pouvoir aux médecins, et tous les candidats disent il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux médecins, il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux médecins. Donc je pense qu'il faut que les gens se réveillent. Applaudi par les Français. Ah non, mais applaudi par les Français. Vous savez, les Français, vous leur faites des grandes théories émotives, ils achètent tout le temps. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le politique, c'est son rôle de ramener de la raison. Et je pense que si Emmanuel Macron veut faire un deuxième mandat qui soit constructif, qui ramène de la raison sur le débat sur le système de santé français et qui ne se laisse pas entraîner par des gens comme Olivier Véran vers une espèce de dérive qui nous mènera dans le mur, entre le vieillissement de la population et cet esprit de nos limites en santé, ça va exploser. Vous partez du principe que Emmanuel Macron fait un deuxième mandat, les autres candidats n'ont pas de programme là-dessus. Les autres candidats disent la même chose. Même Valérie Pécresse dit la même chose, et les autres, ils ne se mouillent pas parce qu'ils jugent que c'est trop dangereux de toucher à la santé. Vous savez, il y a des sujets en politique, je pense, où c'est plutôt des opportunités et l'autre plutôt des menaces. Je pense que la santé, ça fait plutôt partie des menaces. Donc on donne pour l'instant parce qu'on estime qu'on peut donner, et on laissera ensuite les technos réguler tout ça. Mais surtout, on ne va pas s'exprimer sur des changements systémiques ou sur des changements de vision. Bon, donc ça veut dire qu'on repousse le problème à plus loin. C'est pour ça que j'écris ce livre. Merci beaucoup, Martin Blachier. Donc je rappelle, Méga Gâchis, histoire secrète de la pandémie, c'est aux éditions du Cerf. Merci.